Pour ce troisième conseil municipal de cette nouvelle mandature. Bonjour Thomas. Alors je vais procéder comme d'habitude par faire l'appel. Monsieur Alain Chariot. Présent. Madame Monique Buchet. Présente. Monsieur Olivier Guittard. On va lui laisser un petit temps pour arriver, peut-être, il doit être là. D'accord. Ah, il est au PNR. Il n'a pas donné de pouvoir. Je ne l'ai pas. Quelqu'un là? Flavie, tu aurais le pouvoir d'Olivier Guittard? Je n'ai pas de pouvoir. Bon, ok. Flavie Ortoulou. Thomas Mingel. Présent. Elena Ramallo. Présente. Patrick Magnier. Présent. Valérie Novillo. Présente. Maria Dasta. Présente. Jérôme Lemoine. Présent. Annival D'Acosta. Présent. Vanina Inserti. Présente. Willy Boyer. Présent. Audrey Leguello. Présente. Andrea De Campos. Ludovic Vilches. Présent. Jennifer Polion. Wulfram Gampacat. Présent. Andrea Bernard a donné pouvoir à Ludovic Vilches. Guillaume Lesquelin est absent. Il a donné pouvoir à Vanina Inserti. Marie-Laure Roquel. Serge Villain est absent. Il a donné pouvoir à Marie-Laure Roquel. Catherine Jacob. Laurent Lepavec. Il arrive dans 10 minutes. D'accord. Laurent Gisquet, donc présent. Présent. Pascal Marteau. Présent. Amandine Lotodé. Ludovic Edeyer est absent. Il a donné pouvoir à Amandine Lotodé. Donc, je peux dire que le quorum est atteint ce soir et que nous pouvons commencer le conseil. Alors, l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal du 4 septembre. Tout le monde l'a reçu. Est-ce que vous avez des commentaires sur le procès-verbal de la précédente réunion, du précédent conseil du 4? Pas de commentaires, donc le compte-rendu est donc approuvé. Ensuite, liste... Ah oui, vous faites bien. J'ai besoin d'un secrétaire de séance. Voilà, donc ce serait bien que ça soit jamais le même et que ça tourne. C'est un job, enfin un travail assez simple, hein. Il suffit de prendre note succinctement des différents échanges, hein, qui ont eu lieu, sachant qu'ici, Madame Vialat, bien sûr, rédige aussi le compte-rendu de son côté, donc c'est un travail commun qui se fait après avec les deux, pour vérifier que tout a bien été noté. En plus, on a la retranscription vidéo, donc rien ne peut échapper. Hein. Qui est volontaire pour être secrétaire de séance? C'est le moment où tout le monde regarde ses pieds. Non. Valérie? Manuscrit. Merci. Valérie Novillo, donc secrétaire de séance. Bon, sinon, j'avais la liste des conseillers municipaux par ordre d'âge, et la tradition veut, bien sûr, que ce soit toujours les plus jeunes qui s'y collent. Donc, cette fois-ci, vous avez échappé. T'es la plus jeune? D'accord, excuse-moi. Alors, ensuite, la liste des arrêtés du maire en vertu de la délégation que vous m'avez donnée. Alors, j'ai pris un certain nombre d'arrêtés, pas beaucoup, 3. Une demande de DSIL, donc en fait, il s'agit d'une demande de subvention pour le bâtiment JP4.
Vous vous souvenez que cet été, nous avons eu un petit pépin et que le bâtiment de loisirs primaire a un peu brûlé et que nous avons dû rapatrier pendant l'été le centre de loisirs dans le bâtiment JP4. Il se trouve que le bâtiment JP4, à cette époque, avait déjà fait l'objet d'une demande de subvention pour un aménagement en salle de classe par un contrat, un appel d'offres public d'ailleurs, que j'ai dû stopper, évidemment. Pour votre information, j'ai dû payer les 5% de dédits aux différentes entreprises pour stopper ce contrat de façon à ce que les salles de classe ne soient pas aménagées et que le centre de loisirs puisse être rapatrié à JP4. L'opération nous a coûté 10 000 €, pour être totalement transparent. Le fait de ne pas faire nous a coûté 10 000 €. Bon, vous ne pouvez pas prévoir ce feu, évidemment. Par contre, ces aménagements de classe, il va falloir les faire, évidemment. Donc nous avons relancé les subventions de DSIL. Ça, c'est la décision numéro 1 que j'ai prise. Un commentaire, une remarque là-dessus? Parfait. Le deuxième, c'est un permis de construire qui concernait la rue de Montfort et le bailleur social d'Omnis que j'ai décidé de retirer. Vous en avez tous été informés. Notamment, il se trouvait que personne n'était vraiment confortable avec ce projet de construction, ni nous, la mairie, ni la sous-préfète que j'ai emmenée sur le site, ni finalement le bailleur lui-même, les habitants, j'en parle même pas, enfin on en a beaucoup parlé, mais personne n'était confortable, donc finalement quand personne n'est confortable sur un dossier, je pense que la sagesse est de le retirer. Ça a été fait. Troisième décision, pardon, des questions sur cette décision du maire? Merci. Et la dernière décision, ça concerne une petite typo en fait dans un document. Alors c'était quoi, Marie? C'était celui-là. Voilà, c'est un arrêté qui a été pris concernant une consignation. En fait, il y avait donc une typo dans l'arrêté qui a été pris, qui a donc été refait à l'identique, la typo corrigée. Donc ça concernait une consignation de parcelles 3216 et 325. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions. Eh bien voilà, je vous ai listé la liste des arrêtés. La note de synthèse est approuvée. Nous avançons donc. Première délibération, donc j'en suis au point 3.1 pour que tout le monde puisse suivre. Il s'agit d'une avance de subvention pour le centre d'action communale, sociale. Il y a un budget qui a été voté pour le CCAS de 90 000 €. Il y a déjà eu une avance de 50 000 € qui ont été versés précédemment, et là je propose de verser un complément de fonctionnement de 30 000 €, ce qui portera le total des avances sur le budget CCAS à 80 000 €. Il restera 10 000 € de réserve. J'espère qu'on pourra conserver cette réserve intacte, c'est-à-dire qu'on ne la consommera pas. Ceci dit, on n'est jamais à l'abri d'un aléa, notamment surtout à la résidence Odette Chauvin, où on a un certain nombre de difficultés dues au vieillissement des installations. Certains savent qu'il y a des ballons d'eau chaude qui ont explosé, notamment le week-end dernier. Donc voilà, donc pas de plan sur la comète. Si on fait 10 000 € d'économie, tant mieux, mais en tout cas, Marie-Laure dit non, on ne les fera pas par expérience. Parce que je voulais poser la question, on en est où dans le remplissage de la Ah oui. À ma connaissance, on avait encore 10 ou 15 logements. Oui, c'est le cas. Suggérer aussi bien à M. Le Moine d'Antan qu'à toi et puis à plusieurs autres personnes De faire la promotion. de faire de la promotion, parce que normalement on avait les documents qui devaient être distribués, je ne les ai jamais vus chez les Ouais. Et puis d'autre part, il y avait aussi à rediscuter du contrat avec l'État, Ouais. de façon à
social et pas uniquement pour des personnes âgées, de façon à ce qu'on puisse remplir cette résidence. Ouais. Parce qu'on n'aura pas assez des 10 000 € qui restent si les 20 ou 30 studios qui sont encore, enfin pas 30, les 15 studios qui sont aujourd'hui vides ne sont pas remplis. Ouais, on doit être à 70% de remplissage d'après la dernière fois, donc ce qui est insuffisant, oui. Alors Donc, on a la possibilité, de par la convention qui avait été signée tout à fait au départ, d'aller jusqu'à 30% pour des jeunes. oui. Déjà, je ne sais pas si la question que j'avais posée à Nella a été suivie des faits. Et puis ensuite, il faut absolument renégocier avec le préfet pour que ça soit du logement social tout court. Alors, j'ai abordé, enfin vous savez qu'actuellement on est en train de voir le préfet, mais la DDT aussi, les grands élus. Avec la DDT, on a discuté avec Monique Buchet. Nous avons discuté de logements sociaux, d'objectifs. Ce qu'ils nous ont dit, cette résidence est classée résidence autonomie. Donc cette résidence autonomie n'incrémente pas directement notre quota de logement social, mais intervient en notre faveur. C'est ce qu'ils nous ont dit. De même que l'existence d'un hôtel social sur la commune. Voilà. Donc ils ont noté que nous avions ces deux ensembles à vocation sociale et que ça aidait dans la perception qu'a la préfecture, donc l'État, de notre engagement de solidarité. Mais ça ne compte pas. Alors, je suis un peu étonnée parce que la négociation qui avait eu lieu avec l'État à l'époque Ouais. disait que dans la mesure où c'était une résidence pour personnes âgées avec la possibilité d'allouer aussi à des jeunes, et sur une partie limitée, nous donnait des logements sociaux, mais un studio donnait un demi-logement social. C'est la négociation qu'il y avait à l'époque. Est-ce qu'ils sont comptés dans les 195 logements déjà construits, sociaux, Monique? Moi, je les ai vus. Par contre, j'avais expliqué à Monique qu'il fallait revoir avec l'État, parce qu'il faut effectivement qu'ils soient comptés pour la totalité en logement social aujourd'hui. Si je reformule, tu nous dis qu'ils sont comptés, mais pour un demi, À l'époque, c'était ça. et qu'on pourrait essayer de doubler la mise. C'est ça que tu nous dis. Exactement. C'est entendu, on va vérifier ça. Donc, il faut vérifier avec l'État s'ils ont changé leur politique, mais normalement, c'était ça au départ. Écoute, c'est bon à prendre. Si on peut avoir un peu plus de logements accomplis. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait le compte, je crois que nous sommes à une trentaine de conventionnés des logements sociaux sur ce mandat. Ce mandat-là ? Oui. Bon, je l'ai pris au dépourvu. Non, C'est ce que j'ai cru voir. Ouais. Donc, il faut Ah vraiment bah, oui, non, pour éviter d'avoir c'est une trentaine qui ne sont pas encore comptabilisés et c'est ceux de l'ANA, les bailleurs privés. Ouais. Ce sont les bailleurs privés qui sont en passe d'être, pour lesquels on devrait avoir les conventions, on appelle ça. Voilà. Les approbations de conventionnement directement de l'ANA qui devraient nous fournir alors qu'on attend 29. C'est ça, à peu près une trentaine qui compterait sur cette année ou sur l'année prochaine. Mais la RPA, c'est pas de l'ANA. Non, on parlait des autres logements, mais effectivement, la RPA, tu m'en avais parlé quand on s'est vu. Je n'ai pas eu le temps de refaire encore un point sur cette convention, parce que c'est également un point sur lequel il faudra qu'on retravaille si effectivement on peut la transformer totalement en logements sociaux, parce qu'en fait, elle est vraiment destinée à une population type. Et au moins, dans l'immédiat, parce que ça va peut-être prendre quelques mois, La promotion. dans l'immédiat, compléter avec des jeunes jusqu'à 30%, puisque Oui. la convention d'origine prévoit 30% d'attribués à des jeunes. Oui. Donc il y aurait au moins 3 ou 4 studios supplémentaires qu'on pourrait attribuer à des gens qui n'ont pas plus de 55 ans. Oui. Patrick, si tu peux mettre dans ton agenda de communication de lancer une campagne de promotion de la RPA, tant dans ses aspects de population âgée que de la population jeune. Alors, il y a un document qui normalement a été édité, mais je ne l'ai jamais vu dans les cabinets médicaux ni nulle part, mais que l'ancienne municipalité avait fait éditer. Donc il suffirait de reprendre ça et de leur envoyer. Oui. On va travailler. C'est une bonne suggestion. Je sais que tu l'avais déjà abordé, je me souviens, dans les conseils municipaux de l'équipe précédente, mais là on va le faire. Voilà. Bon, en tout cas, je vous propose de faire un acompte complémentaire de 30 000 €.
pour porter à 80 000 notre consommation du budget sur le CCAS. Qui est pour? Tout le monde. Je conclus qu'il n'y a pas d'abstention. Vous pouvez baisser les bras. Il n'y a pas d'abstention et il n'y a pas de vote contre. Donc cette délibération est votée à l'unanimité des présents. Excuse-moi Philippe. Je t'en prie. Quand on n'a pas eu de commission finance, on avait un budget primitif sur le CCAS de 90 000. Oui. Donc tu dis il reste 10 000. Oui. On parle de la résidence, qui a un certain budget important. Il y a les autres actions CCAS. Est-ce qu'on a une idée d'ici fin d'année, puisque notamment on a évoqué, on aura peut-être le prix panier repas, qui pourrait avoir un succès, ça va rentrer dans le budget du CCAS. Oui, c'est budgété. Le panier repas et le repas des aînés sont traditionnellement gérés au sein du CCAS, à la fois par l'entité elle-même et le budget qui lui est attaché. Oui. Oui. Donc actuellement, vous avez vu, il y a eu un conseil de CCAS cette semaine, donc j'ai signé le rapport, donc vous allez l'avoir, ceux qui sont bien sûr inscrits. Nous sommes en train de travailler effectivement à un panier repas, puisque vous avez vu les événements annoncés hier, donc on avait déjà anticipé effectivement un durcissement des conditions sanitaires, donc il n'y aura pas de repas des aînés. On l'a communiqué dans le journal municipal. Il n'y aura pas de repas des aînés cette année pour raisons sanitaires et nous allons remplacer le repas des aînés par un panier garni de belle qualité, voilà, avec des produits que le CCAS est en train de retenir. Voilà où nous en sommes. Moi je peux parler juste du budget. On connaît l'atterrissage du budget CCAS à la fin d'année, en incluant le panier repas. On a fait des suppositions en disant par rapport au succès et au coût, si on disait 400 paniers, je crois, ou 200, ça nous fait 8 000 €. Et en fait, comme on a une allocation de 90 000 € sur le CCAS, il risque de manquer un petit peu d'argent. Et comme on n'a pas vu côté finance, c'est de se dire comment on réagit. Est-ce que vous allez regarder ce point-là ou pas? A priori, les 80 000 suffisent à compléter toutes les dépenses qui sont envisagées d'ici la fin de l'année. Voilà. Tout ce qui est budgété est prévu. Si on a des imprévus, c'est autre chose. Oui, d'accord. Voilà. Donc les paniers repas sont budgétés, puisque c'est sur le budget qui est affecté sur le repas des aînés. Voilà. Je peux passer à la suite? Subvention 2020 à l'association DIM. Alors, DIM est une association qui, traditionnellement, se charge de la distribution du journal municipal en échange d'une petite subvention qui permet de financer des cabas pour porter les documents. Ils font un petit repas, enfin quelque chose de tout à fait bienveillant et solidaire. C'est en place depuis déjà plusieurs mandats. Nous avons revu les responsables de l'association et avons considéré que le service était bon et qu'il n'y avait absolument aucune raison d'en générer une disruption. Donc nous maintenons cette activité. D'ailleurs, le journal a été distribué avec efficacité la dernière fois. Et la subvention allouée à la DIM, traditionnellement, annuellement, est de 1 000 €. Qui est pour? Merci. Donc, pas d'abstention ni de vote contre. Merci pour eux. Ensuite, je vous propose d'approuver le règlement intérieur du fonctionnement de notre collectivité. Donc c'est une démarche légale qui doit être faite dans les 6 mois d'installation d'une nouvelle équipe municipale. Donc je suppose que tout le monde l'a lu. Alors il est clairement basé sur la version antérieure avec quelques améliorations ici ou là, notamment dans le fonctionnement des commissions. Vous avez noté qu'on a essayé d'aller un petit peu plus loin, d'écrire peut-être un petit peu mieux les choses, plus que de réinventer quelque chose qui existait déjà. Est-ce que vous avez des questions sur ce règlement intérieur? Oui, Laurent. Sur l'article 21?
Comment 21. les commissions Ouais. Sur le fait de... Composition. Hein Article 21, c'est donc les commissions, et ça concerne les compositions. Oui, tout à fait. On dit on peut, à l'initiative du président, inviter des gens, des personnes étrangères à la commission. Oui. C'est plutôt d'accord. Par contre, on parle des adjoints et des titulaires et des adjoints. Des suppléants. Oui. En disant si le titulaire est là... Si le titulaire est là, le suppléant n'a pas à être là. Voilà. Oui. L'idée étant de se dire, est-ce qu'on pourrait permettre aux suppléants d'être là, ne pas voter, ne pas intervenir. Notamment, ça permet aux ceux qui sont suppléants de pouvoir assister dans le cadre on parle de former nos élus. Ça pourrait être intéressant qu'ils soient présents pour pouvoir s'imprégner et comprendre que le jour où ils sont amenés à remplacer le titulaire, ils puissent être pleinement opérationnels. C'est une forme de formation continue. Ça remet en cause le fonctionnement du titulaire et du suppléant. Et cette demande-là, si on l'acceptait, elle sera aussi valable pour tous les autres conseillers. Et l'objectif, c'est de tenir des commissions, parce qu'il n'y a pas que les suppléants. Parce que moi, j'ai des demandes de personnes ici qui sont intéressées par des activités d'un certain nombre de commissions et qui ne font pas partie de ces commissions. Et dans l'équipe majoritaire, il n'y a pas de suppléants, compte tenu de notre nombre. Donc ça conduirait à faire évoluer les choses, à mon avis, dans un environnement qui ne serait pas gérable. Il y a des titulaires, il y a des suppléants. Je sais que vous êtes déjà, enfin certains sont venus aux commissions précédentes avec le titulaire et le suppléant. On a mis ça sur le compte du démarrage, du réglage de début de mandat, bien évidemment. Non, il n'y a aucune collectivité. À partir du moment où on a autorisé des suppléants, ce qu'on n'est déjà pas tenu de faire, à partir du moment pour des commissions municipales, j'entends, pour d'autres des syndicats ça existe, on a déjà donné cette souplesse, je pense qu'on va s'arrêter là. Juste pour répondre à ta question, ce que tu dis, en tant que président, l'adjoint ou le président, si un des élus demande à assister, c'est une personne étrangère et tu peux très bien l'accepter. C'est au cas par cas, il n'y a pas de systématique. Si quelqu'un demande à assister ou si le président de la commission considère qu'une personne en particulier dans l'Assemblée des élus ou dans le public amène une valeur particulière sur un sujet, c'est de sa responsabilité de l'autoriser. Voilà. C'est ponctuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le règlement intérieur ? Je propose de passer au vote. Qui est pour ? Merci. Pas d'abstention. Pas de vote contre ? Si ? Non ? Ah, d'accord. Eh bien donc le règlement intérieur pour le mandat 2020-2026 est adopté. Ensuite, nous allons parler de la charte citoyenne d'engagement Sud-Yvelines. Vous vous souvenez, lors du conseil d'installation du 3 juillet, nous avons, c'est M. Chariot qui l'a fait, nous avons lu cette charte en déclarant que nous avions l'intention de l'adopter. À l'époque, c'était un petit peu prématuré dans le sens où le Conseil nous a remonté avoir besoin de temps pour l'étudier. Cela a été fait. La charte a été de nouveau abordée en commission et soumise à commentaires. Je vous propose donc d'adopter cette charte. Je vous demande si vous voulez qu'on la relise ensemble. Non. La charte elle-même donc sera publiée, bien sûr, sur les moyens de communication de la mairie, et elle précise un certain nombre d'engagements de transparence, de démocratie, de captation vidéo des conseils. Elle précise également, sur le cumul des mandats, qu'il n'y aura pas plus de 2 mandats par élu, à la fois dans cette mandature, mais dans les suivantes. C'est-à-dire qu'en tant que maire, je m'engage à ne pas faire plus de 2 mandats. Je crois que c'est important de dire que nous sommes dans une stratégie de transmission. Bien sûr, cette équipe municipale est jeune, et le fait de limiter les mandats évite certaines courses qu'on a pu voir dans le passé à l'indemnité, ou des mandats municipaux peut-être un peu trop longs. Voilà. Donc, je vous propose de voter pour l'adoption de cette charte. Qui est pour ? Merci. Qui s'abstient ?
Qui est contre? Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, pouvoir 7, pouvoir 8. 8 contre. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous êtes contre cette charte? Parce que je pense qu'elle n'apporte rien par rapport à la charte qui est élue en début de premier conseil municipal. Donc je ne vois pas l'intérêt d'aller voter une charte qui est un peu plus politique, on va dire, si tu veux bien. Ah, elle n'est pas. Bon. Ben alors, il aurait été bien de la construire nous-mêmes. C'était. Ça n'a pas été le cas. Elle n'apporte rien. Oui. C'est une charte que nous n'avons pas inventée, hein, qui Non, existe dans le sud du Je Lille. crois que vous aviez participé à la rédaction. On a participé, certains d'entre nous. En dehors de. Et voilà, on aurait pu construire une charte de l'élu de Pontchartrain. On a une commission pilotée par Alain, on aurait pu la construire de manière co-construite, tous ensemble dans la commission. Et là, dans ce cas-là, on aurait pu avoir un vrai débat et construire notre propre charte. Ouais. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Hein. Je voudrais simplement, je ne sais pas si mon micro marche. Non. Je voudrais simplement préciser que cette charte citoyenne d'engagement, elle a été construite effectivement en amont, et qu'elle était présente aussi dans nos présentations de programme. Elle a été réalisée effectivement par un certain nombre de citoyens, libres et indépendants, en dehors de toute connotation politique, et j'insiste bien puisqu'on était présents, il y avait des gens de tous bords dans la rédaction de cette charte, donc bien évidemment, elle ne pouvait pas être construite après. Mais encore une fois, on aurait pu construire une charte pour chipper. Mais vous avez eu en commission la possibilité de l'amender et il y a eu 0 commentaire à la lecture de cette charte. Non. Non, c'est pas le cas? Non. Je parle sous le contrôle d'Alain. Ce que nous avons fait, Alain nous a lu la charte en disant qu'elle sera présentée au conseil municipal. J'ai précisé à la fin de la lecture, y a-t-il des commentaires? Des questions ou Des commentaires. questions, il n'y a pas eu de commentaires. On ne nous a pas dit, on est là pour en discuter. Ah non, non, mais on était là pour effectivement en discuter, échanger, mais en aucun cas pour la retravailler, c'est clair. Voilà, donc voilà. Mais quand j'ai posé la question, y a-t-il des commentaires ou des remarques, j'ai eu 0 commentaire, 0 remarque. Évidemment. Mais c'est pas grave, hein. Eh bien, écoutez, merci. Alors, la charte est adoptée. Alors là, je te passe la suite. C'est donc la charte du Conseil des sages. Alors, comme précédemment effectivement évoqué, nous avons aussi abordé dans la commission démocratie participative, citoyenneté impliquante et solidarité la présentation de la charte du Conseil des sages. Donc je vais la lire pour ceux qui n'étaient pas présents dans cette commission. Définition, article 1. Le Conseil des sages est une force de réflexion et de proposition que la commune de Joire-Pontchartrain met en place volontairement dans le cadre des dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment des articles L 2143-2 et L 5211-49-1. Deuxièmement, statut. Article 2. La décision de création, de suppression ou de dissolution du Conseil des sages relève exclusivement de la compétence du Conseil municipal de la commune, lequel fixe les modalités de sa constitution, sa composition, son mode de fonctionnement et de renouvellement. Article 3. Le Conseil des sages a pour vocation la recherche de l'intérêt de la commune et de ses habitants. C'est un comité consultatif et politiquement neutre. Mission. Article 4. Les missions du Conseil des sages sont fixées par la commune. Petit a. Sauf décision contraire de cette dernière, le Conseil des sages est chargé de conduire des études sur des sujets ou des thèmes que la commune lui confie, mener une réflexion sur la mise en place d'actions ou de projets, formuler des avis sur les questions relevant de la vie locale. Petit b. Les travaux confiés au Conseil des sages, émanant du maire, soit à son initiative personnelle, soit sur proposition de son équipe ou des ateliers citoyens. Le Conseil des sages peut également soumettre au maire des sujets d'études intéressant la vie de la commune et de ses habitants. Composition.
La composition initiale du Conseil des sages est volontairement restreinte, ceci afin de mettre au point des modalités de son fonctionnement dans un souci de cohérence et d'efficacité. À cette fin, le Conseil des sages, à sa création, comportera 6 membres, choisis pour leur disponibilité, leurs compétences et leur expérience. La composition du Conseil des sages pourra évoluer en nombre et en qualité en fonction des besoins constatés au cours de la mandature. Un coordinateur est désigné pour assurer le fonctionnement du Conseil et l'organisation des travaux. Article 6. Dans le cadre de ces travaux, le Conseil des sages pourra s'assurer le concours de personnes, de professionnels, d'experts, de groupes, d'associations, d'organismes ou d'institutions dont les compétences, les avis et les conseils lui seraient utiles pour l'instruction et l'étude des dossiers qui lui seront confiés. Obligations et déontologie. Article 7. Les membres du Conseil des sages exercent leur activité au sein du Conseil à titre bénévole. Ne seront alloués au Conseil des sages que les moyens matériels, financiers et logistiques nécessaires à l'accomplissement de ces missions. Article 8. Chaque membre du Conseil des sages doit, dans le cadre de ses fonctions au sein du Conseil, afficher une parfaite neutralité politique, s'astreint au devoir de réserve et de confidentialité, en particulier pour ce qui concerne la diffusion d'informations ou le contenu des débats au sein du Conseil. Article 9. Chaque membre du Conseil des sages déclare approuver toutes les clauses de cette charte et y adhère pleinement. Divers. Article 10. Dès la création du Conseil des sages et l'approbation de cette charte, la commune demandera son adhésion à la Fédération des villes et des conseils des sages, la FVCS, pour un montant annuel de 450 €, je crois. 430. 430. C'est pas le montant qui nous a annoncé la dernière fois. Non, je plaide coupable, votre honneur. Voilà. Mais c'est une très bonne surprise pour la commune, puisque le montant était 10 fois supérieur, donc on se réjouit que ce soit 430 €. Voilà. Ça va passer sur quelle ligne budgétaire? J'en sais rien. Marie, vous avez une idée? Quelle ligne budgétaire, cette adhésion? Sur la ligne adhésion, voilà. Association des maires ou autres, donc sur cette ligne adhésion, aux différentes associations ou syndicats représentatifs. Donc je vous propose d'approuver cette charte. Qui est pour? Merci. Qui s'abstient? Qui est contre? Des 8 de d'habitude. Bon, bah, très bien. C'est noté. Adopté. Ressources humaines. Nous sommes au chapitre 5. Nous allons parler RIFSEP. Alors, c'est un barbarisme, hein, c'est un peu compliqué ce RIFSEP. Bon, il s'agit, je vais essayer de vous décrire ça d'une façon assez succincte. Il s'agit d'une rénovation qu'a voulu l'État dans la façon de catégoriser les agents du service public, des collectivités locales, d'organiser leurs évolutions, leurs promotions et les émoluments attachés à chaque catégorie. Donc c'est une démarche de rénovation qui a démarré maintenant il y a quelques années, pour laquelle la commune a déjà adopté cette nomenclature RIFSEP pour les fonctions dites administratives. Il manquait, pour être en complétude totale, l'adoption pour certaines professions techniques, notamment les ingénieurs et techniciens filières techniques, qui n'avaient pas été adoptés. Il se trouve que nous avons dans notre collectivité quelques personnes qui sont assujetties à cette catégorisation, et ça pose un certain nombre de problèmes, notamment lorsqu'on embauche des gens de collectivités voisines qui ont déjà adopté le RIFSEP alors que nous ne l'avons pas adopté pour les professions techniques.
Donc ça pose des problèmes d'affectation et de détermination du salaire. Donc je vous propose de finaliser complètement en adoptant ce RIPSEP pour les filières techniques selon la délibération qui est indiquée. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Donc, juste savoir combien il y a de personnes qui sont concernées. Une. Une seule. Voilà. Qui est pour? Merci. Donc je note qu'il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Toujours au chapitre des ressources humaines, nous avons des modifications dans le tableau des effectifs. Vous savez que la commune tient un jour un tableau d'effectifs régulièrement, comme toutes les collectivités d'ailleurs. Donc là, ce sont des modifications non pas qui indiquent un recrutement, mais ce sont des personnels qui évoluent dans leur catégorie ou qui changent de service. Donc nous avons 3 changements. Donc comme à chaque fois dans le tableau, il y a 3 postes ou affectations qui sont supprimés et 3 affectations qui sont créées. Est-ce que vous avez des questions sur ce changement dans le tableau des effectifs? Ouais. Pour ceux qui l'ont lu et qui ont refait les comptes, éventuellement, nous avons sur la 2e page une typo. Adjoint d'animation, ce n'est pas 7, parce que si vous faites le compte, on ne trouve pas 9. Donc il y a une typo là, ce qu'il faut comprendre, c'est 5 au lieu de 7. Et dans ce cas, les comptes sont bons. Page numéro 2. Ça sera corrigé dans le compte rendu, bien sûr. Des questions sur le tableau des effectifs? Pas de questions. Donc je vous propose d'adopter le tableau, sachant donc que cette petite typo sera corrigée. Qui est pour? Merci. Donc je déduis qu'il n'y a pas d'abstention, pas de vote contre, je vérifie. Donc adopté à l'unanimité. Je vais passer à la catégorie 6, urbanisme. On va passer le micro à Monique Buchet. Est-ce que tu as des éléments, Monique? Oui. Alors, nous allons aborder donc le point 6.1 qui correspond à la garantie d'emprunt Vilogia que nous n'avions pas pris en compte au dernier conseil puisque nous avions des questions de la part de Madame Roquel, entre autres, concernant le montant et le pourcentage. Il y a différentes questions. Donc on a voulu donner un petit peu de temps pour comprendre exactement comment fonctionnait cette garantie d'emprunt. Donc je rappelle qu'une garantie d'emprunt est demandée dans le cadre de la réalisation de logements sociaux. Le responsable du programme demande donc emprunte de l'argent auprès de la Caisse des dépôts et la Caisse des dépôts demande une garantie de la commune, de la collectivité, de façon à ce que, en cas d'impayé du logeur, enfin de celui qui a emprunté, eh bien la commune prenne le relais. Donc c'est le cas de tous les logements sociaux. On a à chaque fois une demande de garantie d'emprunt. Il faut savoir que les logements sociaux ne sont pas soumis à ce qu'on appelle les ratios prudentiels, c'est-à-dire qu'il y a normalement, quand une commune emprunte, elle doit fournir, répondre à un certain nombre de ratios, de façon à ne pas endetter la commune de façon inadéquate. Dans le cas des logements sociaux, ces ratios prudentiels ne s'appliquent pas. Dans tous les cas, nous sommes, notre DGA va me confirmer, largement en deçà des maximums que nous pourrions avoir. Il est à 15% de consommation de notre capacité de couverture. Merci pour la précision. Donc, en ce qui concerne donc, ce logement, donc, il s'agit des 10 logements qui vont être construits au programme de la Tuilerie. Il y a donc 10 logements sociaux qui sont destinés, ce qu'on appelle en VFA, vendus en futur état. Donc, le bailleur Vilogia demande donc une garantie sur son emprunt sur un montant de 828 141 €,
répartis, vous avez la répartition des différents montants avec les durées qui sont particulièrement longues par rapport à ce qui se faisait auparavant, mais qui sont depuis 2018 devenues de plus en plus la norme. C'est-à-dire qu'on a glissé de garantie d'emprunt entre 20 et 40 ans à des garanties d'emprunt 40-60 et depuis 60-80 ans. Donc effectivement, cela semble engager la commune sur du très long terme. Par contre, c'est vrai que les sommes sont étalées sur très longtemps. Donc une garantie d'emprunt, si on devait rembourser sur une année, ça ne fait pas non plus un montant très très élevé. En Sekiko, pardon. Il y avait un autre point également, donc je rappelle 10 logements. Sur ces 10 logements, le fait de garantir l'emprunt nous permet d'obtenir un droit de regard sur l'attribution de 2 logements. Donc on a par contre vu avec l'Ilogia, on a demandé à ce que les 2 logements correspondent plus à la typologie dont la commune a besoin, c'est-à-dire un T2 et un T3. L'un en PLUS, c'est-à-dire en plus, c'est-à-dire en logement un peu plus réservé à des classes un peu plus aisées, et un PLAI réservé donc au social, au très social. Ces 2 logements, nous avons également négocié le temps qui nous permettait de donner une attribution, parce que c'était vraiment très très court, parfois 15 jours, on n'a pas le temps de réagir, de monter un dossier d'attribution réel. Donc ça a été reporté, c'est 23 jours calendaires, c'est ça 21 jours calendaires. Donc je vous rappelle qu'on a, on a à garantir cet emprunt. Donc je vais vous demander si vous avez des questions par rapport à cette délibération. Puisqu'on s'était posé des questions, je pense que nous y avons répondu et que... Bon. Il y a pas deux questions, il y a 2 choses où on n'a pas répondu. C'est du 100%, pourquoi Vilogia ne lance pas même symboliquement quelque chose? En fait, apparemment, aujourd'hui c'est du 100%, la Caisse des dépôts finance à 100%. Tous les emprunts garantis sur NAD, Marie-Odile, sont garantis à 100%, sur la totalité de l'emprunt. Donc ça. Et deuxième point, c'était quoi? La périmètre, parce qu'on ne connaît pas Vilogia. On n'a jamais travaillé avec Vilogia. Vous les connaissez un peu quand vous êtes renseigné? Oui, alors apparemment, on s'est renseigné sur Vilogia, c'est un très gros bailleur. Voilà, il est plutôt sur l'est de la France. Donc il développe, puisque je sais qu'il a également des propositions sur le château, sur le programme du château, et d'autres propositions qui se profilent sur la commune, donc ils ont l'intention de travailler. Mais c'est un gros bailleur qui a 67 millions de capital, enfin je veux dire, c'est quelqu'un d'assez important. Donc effectivement, c'est ce qui devrait permettre de rassurer un petit peu par rapport à cet emprunt. D'autres questions? Non, je veux juste rappeler que l'État a annoncé quand même, enfin le gouvernement a annoncé quand même qu'ils allaient prendre de l'argent sur les sociétés bailleurs sociaux et qu'il va tirer plusieurs millions. Donc on n'est pas du tout sûr de la pérennité de la plupart des bailleurs sociaux aujourd'hui. Il va y avoir soit des regroupements, soit des disparitions. Exemple, que s'engager, ce que je t'ai dit l'autre jour, s'engager sur 80 ans, moi je trouve que c'est vraiment... Mais j'ai peur que les prochaines garanties d'emprunt, étant donné que les taux sont très très bas, les prochaines garanties d'emprunt... avoir 2 logements. Je suis également d'accord sur le principe, mais le fait est qu'aujourd'hui, on a ces 10 logements qui vont sortir, je crois qu'ils sont déjà comptabilisés dans notre... Mais ils resteront comptabilisés. Oui, non, c'est pas ça le problème. Mais je veux dire, le problème est que si on refuse la garantie d'emprunt, eux n'obtiennent pas leur emprunt, donc ne prennent pas en charge les 10 logements, etc. Je veux dire, c'est un petit peu... C'est un peu du chantage. Hein, en fait, on a toujours eu le cas. Hein. Sur chaque garantie d'emprunt qu'on a eu à faire, on s'était déjà posé la question, hein, si je ne m'abuse, c'est un thème qui revient de façon récurrente. Et avec les programmes de logements sociaux qu'on va être obligé de lancer et de faire, se posera la même question. Ensuite, on est effectivement à 15% de notre enveloppe maximale, donc on ne peut pas dire que cela nous affecte particulièrement. On a la capacité à soutenir ce genre de projet. Et jusqu'à présent, je ne sais pas, tu vas peut-être me contredire Marie-Laure, mais je ne me rappelle pas qu'on ait eu besoin d'engager la commune sur une garantie d'emprunt. Non, mais on a toujours été très prudents sur les durées. Oui, là, mais le problème c'est que depuis 2018, il y a une évolution de la législation. Donc là, on est un peu... Voilà. Oui, mais enfin, si on parlait de l'évolution, c'est vrai, mais si on regarde bien, on a 6 prêts sur les 6. Quelque part, le sujet qu'on pourrait avoir est sur 2. Les autres sont à 40 et 60 ans. Sur 6, la majorité des prêts sont sur une période dite raisonnable, entre 40 et 60. On n'en a que 2 qui sont à 80. Exact. Donc,
c'est juste, on pourrait imaginer une harmonisation en leur disant, mais pourquoi vous ne faites pas quelque chose, voilà, les deux qui sont à 80, les passons-les à 60. Je pense que ce sont des prêts, si tu as remarqué, sont des prêts différents. Et les prêts, ils ont tous des noms différents, ils correspondent tous à un type une typologie de logement. Puisque tu as les prêts affectés au plus, les prêts affectés au plus bâti, au plus foncier. Non, c'est en fait, tu empruntes lié au foncier et au bâti. Oui, au bâti, tout à fait, ce sont des prêts différents. Et pourquoi le bâti est plus court? C'est logique. Bah oui, parce qu'il va durer moins longtemps. C'est surtout que tu dois le rénover et ainsi voilà, donc tu vas réengager. Tandis que le foncier, une fois qu'il est acquis, il est acquis. Donc on est bien d'accord. Bon. Ils vont l'amortir sur beaucoup plus longtemps. Mais bon, parce que mine de rien, même si le taux est très faible, ce que tu dis, c'est vrai. Mais si on calcule sur la durée, ça coûte plus même si le taux est très faible, plus sur la durée longue, plus le coût global est important. Oui, mais en fait, en théorie, on est là pour suppléer au cas. Tout à fait. C'est pas un emprunt que la commune fait. Non, on est d'accord. Garanti. On est bien d'accord. C'est vrai, mais suppose que la société disparaisse dans 5 ans, on aura 75 ans à supporter le prix du foncier. Ça peut se passer dans 20 ans, ça peut se passer dans 40 ans. Je veux dire, à ce niveau-là, on n'est pas maître de ça. Après. C'est une gestion du risque. Voilà, une gestion du risque. Enfin, si on calcule 255 950 sur 80 ans, ça ne fait pas une grosse annuité. Hein. Je pense qu'on doit avoir les moyens d'amortir. C'est aussi pour remettre les choses dans le contexte. Ok. Je vais peut-être passer au vote. Donc, juste peut-être pour dire que c'est un dossier que nous avons pris en cours de route. Hein. Bien sûr, nous héritons de la mandature précédente. On aurait fait la même chose. Voilà, et que c'est vrai qu'il serait sage en amont, lorsqu'on engage avec un bailleur, de discuter des clauses finales, comme les couvertures d'emprunt, voire les surcharges foncières. Je pense que plus tôt on en parle, le mieux c'est. Donc pour les prochains projets que nous aurons à gérer, nous essaierons d'aborder ces sujets, d'ailleurs avec vous dans le cadre de la commission ad hoc urbanisme, de façon à éviter des incompréhensions en fin de conclusion de dossier. Voilà. Tu veux faire le vote? Oui. Allez. Bien. Donc, qui est pour cette garantie d'emprunt? Merci. Qui s'abstient? Donc 8, je présume, c'est ça? Bien. Donc il n'y a pas de vote contre. Okay. Je vous remercie. Alors, point suivant, c'est également de l'urbanisme. Donc là, c'est un gros morceau qui nous attend, donc beaucoup de travail à l'horizon. Donc aujourd'hui, nous allons lancer ce qu'on appelle une révision du PLU. Nous rappelons quand même que la nouvelle municipalité a été élue sur un programme qui préconisait une limitation de l'urbanisation pour préserver le caractère rural du territoire communal et adopter un rythme de l'évolution démographique raisonné. Et d'autre part, qu'il convient de redéfinir clairement l'affectation des sols et d'organiser l'espace communal pour permettre un développement harmonieux et maîtrisé de la commune en prenant en compte les nouvelles données législatives. Je ne vais pas tout vous lire la délibération. Je souhaite tout à fait quand même vous exposer les principaux objectifs que nous poursuivons. Pourquoi nous lançons une nouvelle révision, puisque le PLU actuel date de décembre 2019, il n'y a pas une année écoulée. Il s'avère qu'aujourd'hui, depuis que nous sommes arrivés, suite au déconfinement et suite à une nouvelle équipe et suite à ce PLU, nous avons une pléthore de promoteurs qui viennent taper à la porte et qui nous proposent de construire à tout va sur le centre-ville. J'avoue que c'est très effrayant de les voir débarquer tous avec leur grand sourire et de nous proposer de nous faire 100 logements par-ci, 60 logements par-là, 150 patati patata. Donc, sincèrement, aujourd'hui, il y a urgence à reprendre la main sur ce territoire et pour cela, nous allons utiliser tous les outils qui sont à notre disposition, dont la révision du PLU. Donc, les objectifs principaux qui sont poursuivis, c'est mettre en compatibilité le nouveau PLU avec les documents supracommunaux, ça c'est classique, modifier les règlements et les documents et les règles d'urbanisme pour tenir compte des évolutions législatives, conforter la maîtrise de l'étalement urbain énoncé dans le PLU actuel et renforcer les choix en matière de développement durable et de sobriété énergétique, de respect de l'environnement et de l'écologie, de protection et de la biodiversité. Diminuer les obligations de déplacement, promouvoir un modèle des courtes distances en favorisant les circulations douces et l'usage des transports en commun.
Réguler les circulations départementales et communales sur tout le territoire avec pour visée la sécurité et le confort des habitants. Veiller à maintenir un équilibre harmonieux entre les espaces paysagers et les secteurs bâtis, tant en centre-ville que dans les hameaux, en tenant compte du caractère rural de la commune. Et enfin, définir de nouvelles dispositions sur les orientations d'aménagement et de programmation, ce qu'on appelle les OAP, existantes ou à venir dans les secteurs en jeu. Cette délibération qui a été donc construite, je voudrais d'ailleurs remercier Madame Marie-Laure Roquel et Monsieur Arnoux qui ont collaboré activement à une construction, je dirais, très libre d'inspiration, dans le sens où on a retrouvé dedans tout ce que nous souhaitions mettre dans cette révision du PLU et tout ce que nous souhaitons aborder dans tous les sujets, que ce soit la transition écologique, que ce soit les circulations, que ce soit... Donc je remercie vivement Madame Roquel et Monsieur Arnoux pour le travail effectué sur ce sujet. J'ai apprécié de pouvoir prendre en compte l'expérience et la sagesse de nos élus anciens ou actuels. Voilà. Ce que tu peux peut-être préciser aussi, Monique, c'est que c'était un engagement de campagne de réviser ce PLU et on le tient. Tout à fait. Bien. Avez-vous des questions sur cette délibération ? Juste pour info, donc là nous actons aujourd'hui cette délibération. Ensuite, il y a un calendrier pour mettre en place cette révision du PLU. Donc très rapidement, nous allons définir un cahier des charges, trouver un bureau d'études qui va nous permettre de driver ce PLU, si je puis me permettre. Mettre en place également toute la concertation pour écouter les habitants, parce que je pense qu'un PLU, c'est le rôle de chacun de dire ce qu'il souhaite pour la commune. Donc ça va être un travail intense. Parfois difficile, qui ne sera pas évident pour tout le monde, mais l'idée c'est de vraiment mettre en place cette concertation active de façon à ce que tout le monde s'y retrouve dans ce PLU. Voilà. Avez-vous des questions? J'en ai pas beaucoup. Non? Mais c'est parfait. On va passer au vote? Bien. Alors, qui est pour cette délibération? À l'unanimité. Parfait, je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir dans le travail qui nous attend. Merci Monique. C'est moi qui vous remercie plus. Alors, nous sommes au chapitre 7, syndicat. Donc, deux rapports d'activité nous ont été soumis. Le premier, celui du SNIARC, qui est le syndicat qui s'occupe de régler toutes les affaires d'eau usée, enfin de retraitement notamment. Le rapport fait 70 pages, je pense que vous l'avez tous lu avec attention, comme il se doit. Ce rapport sera bien évidemment posté sur nos différents outils numériques pour que chacun qui s'intéresse au retraitement eh bien, puisse avoir l'information disponible. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport d'activité 2019 du SNIARC? Juste, je rappelle que nous avons deux représentants au SNIARC dans la collectivité. Je crois que ce sont Monsieur Charruot et Thomas Mangel. Voilà. Je passe au deuxième, parce que là il n'y a pas de vote, c'est une information. C'est le rapport d'activité du CILI. Alors le CILI est un syndicat qui gère les infrastructures sportives du lycée Jean Monnet de la Queue des Yvelines et également la gare routière. Donc le rapport d'activité fait aussi 80 pages, sera mis en ligne comme les autres sur les sites de la commune. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport d'activité du CILI? Non, pas de questions. Bien, écoutez, nous en arrivons au point 8, qui sont les questions diverses au sein du conseil municipal. J'ouvrirai après la parole au public. Marie-Laure. Une question, comme le disait Laurent tout à l'heure, il n'y a pas eu de réunion finance encore. Donc je me suis reportée au
budget primitif. J'aimerais savoir sur quelle ligne vous prenez les préemptions que vous avez faites. Parce que je n'ai pas trouvé de budget prévu pour les achats de terrain. Opération foncière, sauf le mari. Les préemptions que nous avons faites, alors, en fait, nous avons confirmé des préemptions qui ont été faites par l'équipe précédente. C'est-à-dire qu'elles étaient déjà budgétées? Oui. Toutes? Les deux dernières sont des préemptions à caractère commercial, une au 43 rue de Paris, l'autre sur la zone des Mousseaux. Ce ne sont pas des préemptions qui ont été initiées par notre équipe, nous les avons pris en cours, voilà, et elles étaient déjà budgétées. J'aimerais bien vérifier que c'était budgété. Tu sais très bien que les livres te sont ouverts. Ah ben, il n'y a pas de problème, je vais venir alors. Et deuxième question, on a reçu tous, je pense, le nouveau journal municipal. Oui. J'ai vu que vous aviez l'intention de changer donc, le document, de forme, et je suppose. Par contre, il n'y a pas eu de relecture au niveau de la commission communication. C'est normal? Non, ce n'est pas normal. Et oui, en quelque sorte, parce que c'est le premier journal que nous avons dû sortir dans des conditions de lancement un peu particulières cette année. Hein. Vous savez très bien qu'on aurait dû normalement être élu au mois de mars, donc avoir le temps de se régler, ce qui n'a pas été le cas. L'équipe de Patrick Magnier, je pense, a sorti un journal de qualité. Les retours que nous avons de nos habitants semblent assez bons. Ils ont trouvé que le journal était plus dynamique que dans le passé, avec de l'information utile. Le prochain, s'appellera le N-1, bien sûr. Le prochain sera travaillé au sein de la commission communication que Patrick a lancée, je crois, il y a une date qui a été lancée. De même qu'il lancera également, quand on en sera à la partie de fin d'année, lorsqu'on aura une vision de l'atterrissage et qu'on commencera d'aligner les éléments du débat d'orientation budgétaire, nous lancerons une commission finance à ce moment-là et je viendrai renforcer Patrick qui débute dans cette activité finance, je viendrai à ce moment-là renforcer. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de DM d'ici là? Pas de DM? De décision modificative? Je n'en vois... Il y en a une? Oui, il y en a. Oui, il y a la DM d'ajustement avant la fin de l'année. Nous aurons un conseil et en novembre et en décembre, en fait. Hein. Donc, quand je dis... Voilà, l'idée c'est qu'on ait des commissions à chaque fois sur tous les sujets avant les conseils. C'est pour ça que je posais la question de la commission finance qui n'a pas eu lieu, alors je pense qu'il va y avoir des ajustements à faire. Oui, quand on fera la DM d'ajustement de fin d'année, oui. Donc on aura une commission finance, oui. En général, c'est plus en septembre-octobre, parce que pour aller jusqu'à la fin de l'année, mais bon, ok, s'il n'y a pas besoin... Bon, je crois que cette DM, on l'a prévu en novembre ou en décembre, Marie? En novembre ou en décembre, c'est à ce moment-là qu'on la fera. Donc la commission sera faite avant. Donc, et oui, nous changerons un peu le format, voilà, pour être un petit peu plus parce qu'on a repris le format ancien, pour être un peu plus en adéquation avec le dynamisme de l'équipe actuelle, avec notre souhait d'améliorer la lisibilité aussi de notre communication. Donc ce sont des changements qui s'opéreront en 2021, lorsqu'on en sera au numéro 0. Voilà. L'idée, c'est qu'on a voulu vous donner une petite information, une visibilité sur les évolutions qui vont arriver dans l'évolution de ce média. D'autres questions dans le conseil municipal? Très bien. Plus de questions? On avait une question sur le Covid, mais tu sais, par rapport à l'occupation et les associations, on sait qu'on a des choses de prévues au vu de la situation du Covid. Il y a des gars, je crois qu'il y a des gars là, je pense que comment on va faire, comment on gère. Alors, je n'ai pas encore reçu le détail des informations préfecture, mais j'ai un certain nombre d'informations que je vais partager avec vous. Donc nous sommes en couvre-feu, comme tous les départements
départements de la région Île-de-France. Hein. Les Yvelines sont même passées du statut rouge à rouge écarlate récemment. Donc nous sommes en couvre-feu à partir de samedi 0h01 et pour un délai de 4 semaines, prolongeable éventuellement de 2 semaines, c'est-à-dire 6 semaines. Ce couvre-feu aura lieu de 21h et s'achèvera à 6h du matin et concerne absolument tout le monde. Des exceptions seront délivrées aux gens qui doivent absolument se déplacer, je pense au personnel soignant, au personnel d'intervention, donc sur dérogation approuvée. Mais donc toutes les activités, qu'elles soient associatives, électives, devront toutes s'être terminées, tout le monde devra être rentré chez lui à 21h. Il n'y aura pas d'exception pour ça. Alors évidemment, ça va impacter, je pense au premier lieu, nos commerçants, nos restaurateurs. J'en ai vu certains qui vont se lancer dans des dîners à l'anglaise ou à l'allemande à 18h. Je crois qu'il faut absolument les soutenir parce que ça va être un moment difficile pour tout le monde. Donc je vous encourage tous, notamment ceux qui sont derrière leurs écrans sur Facebook, à faire tourner le commerce local pour les maintenir en vie le plus longtemps possible. Il va y avoir des aides de l'État qui vont être débloquées. Le chômage partiel est aussi effectif. Les associations qui ont des activités sportives seront également touchées, évidemment. Tout doit s'arrêter. À 21h, plus personne n'est dans les rues. Ce sont les informations que j'ai reçues et qui vont être complétées par des informations détaillées devant la préfecture, je pense, d'ici demain. On fera une communication sur les outils de la mairie avant la mise en œuvre du couvre-feu samedi. Ça veut dire que toutes les manifestations qui étaient prévues, il faut déjà que les associations prennent le temps d'annoncer qu'elles sont annulées. Oui. Décalées dans la fenêtre de tir au-delà de 6 semaines. Oui. Après, on ne sait pas comment ça va évoluer. Après, avec la problématique de la gestion des salles, du nombre de personnes et ainsi de suite. Ouais. Ah oui, ça va être un joyeux bazar. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre une petite note positive à ces nouvelles? Voilà. Juste pour information, j'ai bien retrouvé le pouvoir d'Olivier Guitard et vu qu'on a une bonne nouvelle, on va la partager. On avait candidaté sur un budget participatif au niveau de la région pour le stationnement vélo. Et aujourd'hui, à 15h46, on a appris qu'on était lauréat donc, de cette... Voilà. Bravo. Alors, bravo. Je sais que Olivier Guitard, qui est actuellement au PNR, ne va pas revendiquer parce que ce n'est pas son style, c'est quelqu'un de très modeste. Par contre, bravo aux 148 votants qui ont permis à cette initiative d'être retenue par la région Île-de-France. C'est un exercice de démocratie participative que lançait la région Île-de-France et qui va nous permettre d'obtenir une subvention pour un parking à vélo digne de ce nom. C'est-à-dire que je pense que le couvert est sécurisé. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Merci Flavie. Pour compléter, effectivement, vu que Olivier Guitard n'est pas là, on peut dire du mal. Il a monté un dossier dans un délai extrêmement court, donc ça montre qu'on a un potentiel à mobiliser les gens pour obtenir des subventions qui est important et c'est très encourageant. Il fallait le dire. Je vais donc ouvrir maintenant les questions au public. Ah, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié la dernière information, oui. Effectivement. Alors, je vous donne donc une information. Comme la loi me permet de le faire, donc j'avais noté dans un petit coin le nom de l'article de loi. Voilà, c'est l'article 53 de la loi 84-53 du 26 juin 1984, article fondateur du Code des collectivités locales. Comme cet article me le permet, je vous annonce que j'ai décidé de décharger
M. Guillossou de sa fonction de directeur général des services. Donc une procédure légale est en cours, c'est pour laquelle je ne prendrai pas de questions sur cette information. Je me dois de vous la donner en conseil municipal, de même que je la donnerai au comité technique d'ici quelques semaines. Voilà. Oui, si je peux répondre, hein, parce que je ne peux pas répondre à tout. Ça concerne le marché de Noël. Oui. J'ai appris qu'il y avait eu des contacts qui avaient été lancés aux participants, aux exposants, Oui. leur demandant d'exposer dehors, à l'extérieur. Oui. Concernant les moyens dont ils vont disposer pour s'abriter, est-ce qu'il y a une harmonisation? Est-ce qu'il y a quelque chose de fait par la mairie ou pas? Alors, c'est un débat qui a eu lieu au sein du CCAS, parce que le marché de Noël est géré par le CCAS. Donc, cette question a été abordée donc, au Conseil de lundi. Ce qui a été décidé et voté, c'est que, bon, il est impossible de tenir un marché de Noël à l'intérieur d'un bâtiment. Ça, c'est acté. Le marché peut donc se tenir à l'extérieur. Donc l'ensemble des membres du CCAS a pris chacun, je crois, 4 ou 5 artisans. Et tout le monde a été appelé et on leur a proposé de faire ce marché à l'extérieur. La place du foyer rural sera réquisitionnée pour cela. En fonction du nombre d'inscrits, éventuellement également, le parc de la médiathèque sera utilisé. Nous prévoyons, pour sécuriser le passage entre le foyer rural et le parc de la médiathèque, de fermer la petite portion de rue Sainte-Anne entre la place Foch et la rue Philippot. Ce qui permettra aux piétons de passer d'un espace à l'autre. Bon, nous ouvrirons le deuxième espace si nous avons assez d'exposants, bien évidemment. Il y a une quarantaine de sociétés ou d'individus, d'habitants qui ont été appelés. Nous leur avons tous demandé s'ils avaient un barnum. Parce que l'idée, c'est quand même de se protéger des intempéries. La date fixée, c'est le 5 décembre. Alors certains ont déjà, d'autres pas, d'autres prévoyaient de louer. Donc il y a un petit peu de tout. Nous sommes posé la question de, comme Catherine, tu la posais, de voir ce qu'on pouvait faire pour aider, pour maintenir quand même cette activité et avoir, dans ce contexte délicat, quand même quelque chose de positif avec un marché de Noël. On s'est aperçu que c'était assez... On a envisagé de louer, au nom de la mairie, des barnums, on a regardé des devis. En fait, c'était assez compliqué dans le sens où certains en avaient, donc qu'est-ce qu'on faisait? Certains n'en avaient pas ou voulaient les louer, qu'est-ce qu'on faisait? D'autres ne voulaient pas les louer, mais si on leur donnait, ils le prenaient. C'était un petit peu compliqué. Donc ce qui a été voté finalement, c'est de renoncer au droit d'installation, qui est de 40 € par artisan. Donc la commune, le CCAS, pardon, a décidé de renoncer à ces 40 € pour permettre à chacun des artisans ou des privés de louer leur barnum individuellement. Comme ça, l'affaire est réglée. Voilà où nous en sommes. Et certains, je crois, demandaient s'il y avait du chauffage. Est-ce que... Du chauffage, de l'électricité, des pop-corn. Alors voilà, on va essayer de faire de l'animation. Avec Flavie Ortoulou, on est en train de travailler à essayer, du côté communal ce coup-ci, de donner un petit coup d'aide à ce marché de Noël pour l'animer. On imagine donc peut-être faire un vin chaud. On ne peut pas vraiment installer de la restauration, hein, ça serait plus dans l'esprit autorisé. Donc on est en train de regarder si on pourrait y installer un peu de musique. Voilà, on va essayer de développer une animation qui permettra le 5 décembre quand même d'avoir pour nos habitants un événement qui soit festif et qui permette à nos locaux de fonctionner correctement. Ça te va? Je vais passer la parole au public, si vous le permettez. Et peut-être, est-ce que quelqu'un peut donner un micro à ce monsieur? Ne vous embêtez pas, je vais parler assez fort. Ah ben, parfait. Oui,
j'ai entendu parler beaucoup donc, d'urbanisme, du futur, de ce qui va venir. Vous avez également parlé de la circulation, du garage à vélo. Et moi, je voulais profiter de l'occasion ce soir pour parler de la circulation des piétons, notamment dans le Pré des Fontaines. C'est en voie de ne plus pouvoir circuler correctement quand on est piéton. Les trottoirs sont dans un état déplorable. Je vous mets au défi, dans certains coins, il suffit de se promener pour circuler avec une poussette et un enfant. Et le pire, c'est que le matin, lorsque les gens vont à l'école, l'axe principal qui débouche là, sur le carrefour où il y a la station-service, celui-ci, il est inutilisable. Vous pouvez déjà pas circuler à une personne sans descendre sur le trottoir pour éviter les haies qui mangent le trottoir. Les haies des particuliers qui débordent sur le trottoir? Pas que des particuliers. Les haies des particuliers, c'est une chose, mais à d'autres endroits, ce sont des haies ou des plantations qui appartiennent à la commune, et on ne peut plus circuler. C'est impossible, sans descendre sur la route. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé maintenant de prendre sa voiture si on ne veut pas être gêné, aller acheter du pain en voiture. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Non. Donc, c'est franchement dans un état lamentable. La terre, le revêtement des trottoirs a disparu dans bien des endroits. Et quand vous passez avec un déambulateur ou une poussette, vous bloquez obligatoirement. Ça ne roule plus. Mais surtout, le plus dangereux, c'est que dans l'ombre, à bien des endroits, dans des axes de circulation qui permettent aux enfants d'aller à l'école ou au collège et d'en revenir, il est plus possible de se croiser sur le trottoir, voire même de circuler les épaules. Je vous mets au défi. Vous ne marchez pas normalement les épaules dans l'axe du... Vous êtes obligé de bouger Non, mais les vous épaules. n'avez pas besoin de me mettre au défi, je suis conscient et l'équipe. Voilà. Donc, j'ai pas pris de photo, mais je pourrais le faire. C'est un pot pourri qu'un florilège d'ailleurs, mais il suffit de circuler. Vous avez une application pour ça qui s'appelle JP en poche, qui permet de prendre des photos géolocalisées. Ça crée un événement au service technique qui est forcément tracé. J'en profite. Non, je rappelle, parce que c'est une appli qui a cette fonction et qui est assez utile. Mais bon, c'est bien, vous communiquez ce soir. Thomas, tu veux dire quelque chose là-dessus? Alors oui, moi je suis monsieur Mangel Touillat, je suis l'adjoint aux infrastructures et à la voirie. Tout ce que vous me dites, ce que vous nous dites ce soir, c'est vrai. C'est la stricte vérité. Aujourd'hui, on a des grosses difficultés sur le Pré des Fontaines. On a évoqué, nous, en commission, c'était mardi, un petit plan un petit peu de restructuration et de commencement de rénovation des trottoirs sur une certaine partie du Pré des Fontaines. Tout ce qui est aide particulière qui déborde sur la voirie, oui, c'est tous les jours. Nos policiers mettent des courriers dans les boîtes aux lettres, hein. C'est comme ça que ça se passe. On a un courrier, on vous demande d'élaguer votre aide pour pas qu'elle ne dépasse sur la voie publique. On en met régulièrement. Les trottoirs sont très abîmés, effectivement. Je signe aussi des mises en demeure de corriger. Sinon, c'est la commune qui le fait à ses frais et qui refacture l'habitant. On fait de la communication aussi régulièrement avec l'équipe de communication pour sensibiliser au fait des responsabilités de chaque habitant. Donc les haies privées ne doivent pas déborder, il y a des règles. De même que chaque habitant doit aussi nettoyer le trottoir devant chez lui, c'est la loi. Donc on ne baisse pas les bras, mais je te laisse continuer, Thomas. Voilà. Pour poursuivre ce que je disais, je suis d'accord qu'on ne peut pas tout faire en une seule fois le même jour. Par contre, il y a certainement des priorités à définir, des axes principaux qui permettent aux gens de circuler, d'aller et d'emmener les enfants à l'école et de se rendre chez les commerçants de proximité. Et là, moi je suis désolé, c'est bien de faire des rappels, mais ça fait bien longtemps que rien ne bouge. Et pas seulement sur des haies particulières. Dans le Pré des Fontaines, vous avez des endroits dont les plantations relèvent de la commune et qui débordent sur le trottoir. Vous êtes obligé, moi je ne suis pas très grand, à au moins 2 endroits, je suis obligé de baisser la tête pour passer, c'est pas normal. Donc,
c'est la pièce que vous dites, hein, bien entendu. Il faut savoir que historiquement, le Pré des Fontaines, ça a été construit comme une résidence privée, avec des règles qui s'appliquaient de copropriété. Je vous explique ça tout simplement parce qu'on remarque très souvent qu'entre les murs des devantures de maisons, les murs de clôture, il y a un arbre qui est planté, je ne sais pas, c'est très souvent un prunus ou quelque chose comme ça, et ensuite vous avez le trottoir. C'est des choses qu'on ne fait pas et on n'autorise pas à jouer en prochain temps. Ça a été rétrocédé à la commune il y a bien longtemps. Madame Brouquel pourra nous le dire. Et c'est vrai que du coup, la commune se retrouve avec bien sûr toute la voirie à entretenir et ce problème d'arbre. Pourquoi je vous parle de ce problème d'arbre? C'est que ce problème d'arbre qui est trop près du trottoir, forcément, fait bouger les trottoirs, le goudron, et bien sûr l'inentretien qui a pu y avoir. Forcément, les trottoirs sont en mauvais état, effectivement, mais voilà. On essaie de commencer, comme vous dites, par des points sensibles. Je pense à la rue, j'ai plus le nom en tête, mais la rue qui arrive chez LSM en face de la crêperie. Oui, la rue de l'Écorcherie. La rue de l'Écorcherie, merci beaucoup. Celle-là, moi j'avais déjà signalé, effectivement. On pense à ça, il n'y avait pas de trottoir sur la rue de l'Écorcherie. La haie dépasse et c'est quand même un axe important pour les collégiens. Donc voilà, on travaille dessus. Alors justement, elle a été taillée, mais elle a repoussé. Bien sûr. Donc de toute façon, maintenant, on ne peut plus de nouveau. Je suis d'accord. 50 cm de large. Je suis d'accord et ça a été évoqué en commission mardi. Voilà. On travaille dessus, on ne vous oublie pas. Mais l'axe principal qui débouche sur le carrefour, celui-ci, en plus maintenant, on a des herbes folles qui ont poussé, des plots qui empêchent le stationnement des voitures. Le soir, à la tombée de la nuit, vous ne les voyez plus. Hein. Et ça, c'est dangereux. Donc, un petit coup de peinture rouge ou blanche, j'en sais rien. Moi, j'ai lutté personnellement. Alors, bien sûr, je porte des lunettes, mais bon, ça m'est arrivé plusieurs fois de lutter contre en fin de journée à la tombée de la nuit. Alors, faites-nous juste le crédit, on vient d'arriver. Donc, tout ça, c'est pas nous qui l'avons laissé pourrir, je dirais. Donc, on vient d'arriver, on est en train de dépiler, de s'attaquer, d'identifier les points noirs, de prioriser. Sachez aussi que nous opérons actuellement sous le budget que nous a fait l'équipe précédente. Donc notre premier budget démarrera en avril 2021. Donc on ne peut pas non plus tout changer, même si on le voulait. Il y a des contraintes budgétaires. Les équipes sont conscientes. Vous avez parlé de circulation de piétons tout à l'heure. Nous avons un atelier, donc vous avez vu aussi que nous ouvrons des ateliers participatifs avec une plateforme participative qui permet aux habitants, aux associations de s'inscrire pour réfléchir ensemble, travailler à des voies d'amélioration. L'idée, c'est pas parce qu'on est élu qu'on en sait plus que les autres, hein. Il y a une intelligence collective dans cette commune qui convient de solliciter. Donc il y a un sujet sur les circulations piétonnes, les circulations de cycles, de poussettes, de déambulateurs également, et la cohabitation avec les voitures. Il y a également un accroissement très fort des circulations automobiles dans la commune actuellement. Ça nous a été signalé par beaucoup de canaux différents. Sachez que j'ai remonté ces problèmes de circulation ou des problèmes de déviation également de la Nationale 12 au département récemment, qu'ils ont accepté, alors non pas de tout régler avec nous, ce serait un peu prématuré, mais en tout cas ils ont accepté de se mettre autour de la table avec nous pour travailler. On les reçoit pendant les 4 semaines qui arrivent, là on va recevoir les équipes du département sur différents sujets, et on va travailler les flux routiers avec eux, et ils vont nous faire des comptages aussi. Voilà, donc on est en train de s'attaquer au problème, je pense dans le bon ordre, avec des équipes qui sont motivées, et pour l'instant un budget contraint. J'en profite, Philippe, puisque tu parlais d'ateliers citoyens. Évidemment, c'est paru dans le journal municipal, mais puisqu'on a une audience au-delà de cette salle, que les gens, les citoyens, les habitants de Joinville-Chartrain peuvent s'inscrire sur démocraciejp.com. Et là, les sujets qui ont été évoqués dans le journal municipal
sont présents et ils pourront participer à la réflexion et à la co-construction de toutes ces problématiques que l'on a à gérer sur notre commune. Donc, démocraciejp.com. Merci. D'autres questions dans le public? Alors, qui a tiré le premier? La faveur aux dames? Parfait, Madame Le Pavec. Oui, bonsoir. Je reviens au sujet des associations. Alors, tout ce qui est après 21h, on a bien compris, on est en train de s'organiser, il n'y a pas de problème. Mais moi, je parle de manifestations qui se dérouleraient en journée. Alors, du style un concert, par exemple, ou un gala. Aujourd'hui, il était annoncé que toute manifestation supérieure à 33 personnes, avec une participation supérieure à 33, c'était interdit. Non, pas tout à fait. Il est annoncé que toute manifestation festive, ou d'ailleurs non festive, mais qui se déroule dans un local public, est prohibée. Local public. Si vous faites, voilà, donc par exemple le marché de Noël dans le local public du foyer rural, c'est non. C'est pour ça qu'on le met dehors. Vous pouvez toujours faire une manifestation à l'extérieur. Vous pouvez également faire des manifestations à l'intérieur à condition de respecter ce chiffre de 30 si c'est un local public. Si c'est un local privé, ça vous regarde. Dans tous les cas, la manifestation est toujours, d'un point de vue contrôle sanitaire, sous la responsabilité de celui qui l'organise. Oui, je suis d'accord. Voilà. Bon, ma question était parce que ça se passe dans les communes avoisinantes, il y a eu des concerts qui se sont faits le week-end dernier, et en fait, ce qui a été expliqué aux associations qui ont fait ce concert, c'est que ce n'était pas un rassemblement festif, puisqu'il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait rien, que les distanciations sociales étaient respectées, que le gel, les trajets pour pas que les gens se croisent, et que toutes les conditions étant remplies par cette association, elle avait pu bénéficier de la structure municipale pour faire son concert. Donc c'est uniquement pour ça que je me permets de vous poser la question. Ça se fait dans les Yvelines, ça se fait également dans le 91. Donc c'était juste ça. Si on met... c'est sous la responsabilité du maire et de celui qui l'organise. S'il y a des maires qui décident d'aller contre les directives de l'État, ça les regarde, ils en assument la responsabilité. Je peux vous dire que moi, avec les communes avoisinantes de Naufle, de Saint-Germain-de-Lagrange, de Villiers-Saint-Frédéric, nous nous voyons régulièrement et nous avons décidé d'harmoniser nos conditions de gestion de la crise sanitaire. Donc nous allons tous nous aligner sur le même principe, il n'y aura plus d'écart autour. Donc si vous voulez faire un concert en extérieur, pas dans un local public, vous pourrez le faire à partir du moment où vous garantissez les conditions sanitaires. Et ce sera de votre responsabilité. Non, mais il n'y a pas de problème, c'était simplement une question par rapport à... Si il y a des maires, de même que certains veulent changer l'heure du couvre-feu ou ne pas en faire. Voilà, c'est dans la même veine. Nous respectons la loi, Jean Pontchartrain. Pas de problème, ça n'est qu'une question. Oui. Sur le sujet, le cadre sanitaire évolue constamment. On a eu des annonces. On n'entend pas. Si je peux juste me permettre un complément sur le sujet, c'est que le cadre sanitaire, il évolue constamment. Il y a eu des annonces qui ont été faites récemment et à chaque fois, il y a un petit temps d'attente pour les précisions concrètes. Donc on s'ajustera au fur et à mesure. Ce qui était valable, peut-être, ou discutable, mais valable le week-end dernier, ne l'est peut-être plus sur les week-ends suivants. Donc, au fur et à mesure, on s'adapte, on regarde dans quel cadre on agit à court terme. C'est un petit peu le problème auquel on est confronté à l'heure actuelle. On continue de célébrer des mariages, on s'est posé la question, hein. On continue de célébrer des mariages à partir du moment où on répond aux règles sanitaires de distanciation. Donc aujourd'hui on limite l'assistance au mariage à 30, chacun est masqué. On continue de le faire, j'ai posé la question, on va pouvoir continuer de le faire. Après se pose le problème des festivités après mariage. Évidemment, ça, chacun en prend la responsabilité. En tout cas, s'il y a des mariages qui sont prévus dans des établissements, restaurants ou autres, le soir après 21h, c'est pas possible. Voilà. Monsieur ? Bonsoir. Ma question était dans la lignée de ce que vous venez de dire concernant les flux appliqués à la rue du Clos Saint-Louis.
Aujourd'hui, il y a environ une vingtaine de familles qui sont dans cette rue. Il y en a 43 qui sont en train de se construire des logements. Et il y a un projet, la Villa des Artistes, pour 22 logements en plus, qui va faire une densification peut-être x3 par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Comment est vu le sujet des flux des voitures, que vous évoquez tout à l'heure, le sujet des piétons, de la circulation PMR? Qu'est-ce qui a été vu? Alors, je rappelle que ces deux installations ont été... Enfin, le Clos Saint-Louis est un projet qui a été déclenché par l'équipe précédente, qui me dirait que c'était même l'équipe d'avant. Bon, on ne va pas voter en touche, hein, on va assumer notre responsabilité. Mais en tout cas, on va mettre en place des comptages. Parce qu'effectivement, chacun nous dit, ici au Clos Saint-Louis, mais pas que là, on nous dit la même chose à la Daubry, on nous dit la même chose au Mousseau, on nous dit la même chose dans d'autres endroits du centre-ville. Et il y a une forte émotion de voir une circulation s'aggraver, qui est déjà parfois complexe, s'aggraver. Donc avec le département, on va faire des comptages réels. Donc on va essayer de faire des comptages réels, on va essayer de mesurer non seulement la situation aujourd'hui, mais simuler des évolutions demain. Je leur ai demandé également de l'aide pour ce qui est de la mise en place des outils de sécurité. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand on met des gendarmes couchés, pour ralentir, je vous signale qu'un gendarme couché, ça coûte 5 000 €, c'est pas innocent. Quand on met un gendarme couché, les SUV continuent d'accélérer et passent par-dessus sans aucun problème. Quand on met des limitations à 30, chacun roule à 70. Donc on a une problématique d'incivilité qui est grandissante, dont nous sommes pertinemment conscients. Donc flux qui augmente, les accroissements d'urbanisation, comme le disait Monique Bûcher tout à l'heure, même si le nouveau PLU devrait permettre de mieux maîtriser cette urbanisation et de la limiter au strict minimum de nos engagements, il y aura quand même un accroissement évidemment de ces flux. C'est justement ça qu'on cherche à anticiper. Avec le concours du département, il y a des sujets, il y a des moyens techniques qui ne sont pas à notre disposition, et je pense qu'il faut savoir s'entourer des compétences qui sont autour de nous. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et ne pensez-vous pas que, sachant que ces conclusions ne sont pas connues aujourd'hui, qu'il serait bon de suspendre certains projets pour permettre de les mettre en adéquation avec vos futures conclusions? Je ne peux pas suspendre un projet du Clos Saint-Louis qui a déjà été vendu. Il est en fin d'être construit. Dans 6 mois, c'est terminé. Non, je parlais de celui de la Villa des Artistes. Comment? Je parlais de celui de la Villa des Artistes. Celui d'en face. Angevert. Écoutez, Angevert est un dossier qui existe depuis 5 ans, qui est en cours de finalisation. Nous avons vu le propriétaire, qui est son propre bailleur architecte. Nous lui avons demandé de décaler la construction de son ensemble pour que ça ne soit pas concomitant avec la fin de construction du Clos Saint-Louis. Il en a accepté le principe. L'idée, c'est de ne pas surcharger ce qui est déjà surchargé. Voilà, il y a des recours qui ont été positionnés sur cette construction-là. Ils sont en cours d'instruction. Est-ce que vous avez une autre question? Il n'y a pas une dame qui avait une question à côté? Alors, monsieur, je vous redonne la main. Pourquoi avoir décidé de partir dans une révision du PLU alors qu'une modification aurait été peut-être plus rapide? Parce qu'une révision, c'est quand même assez lourd, c'est très long, et repartir dans les personnes publiques. On a compris votre question. Et très cher. Monique, tu veux répondre?
Alors, sachez que cette question, nous nous la sommes posée évidemment. Une modification, effectivement, si on avait pu la faire, aurait été beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on souhaite toucher aux OAP et aux orientations du PADD, on est obligé d'enclencher une révision, puisque au niveau, on va toucher entre autres, nombre de logements, ou même au type d'OAP. Il y en a certaines qui vont disparaître, il y en a qui vont réapparaître. Donc, on change complètement les orientations du PADD. Donc, on est obligé d'enclencher une révision. Si on enclenche une modification et qu'on s'aperçoit qu'elle n'est pas valable, il faudra enclencher une révision. Donc, autant prendre tout de suite les devants et faire quelque chose qui nous permette d'avoir les moyens de modifier vraiment en profondeur par rapport aux axes que l'on veut insuffler ce PLU. C'est vrai que c'est un travail qui va sembler un petit peu redondant. C'est vrai que c'est un travail qui va entraîner des coûts, puisque payer un bureau d'études une nouvelle fois, c'est un peu dommage. Mais je voudrais quand même rappeler que le PLU précédent a quand même été monté d'une façon assez... Je vais essayer d'être soft. Assez étrange, dans le sens où il n'y avait pas de concertation, il n'y avait pas d'écoute de remontées qu'on pouvait faire, et qu'aujourd'hui, quand on travaille en droit du sol, donc en traitement des dossiers au quotidien, on est face à des incohérences et à des aberrations qui nous rendent très difficile le travail de l'instruction de ces dossiers. Donc il est vraiment urgent et important de retravailler toutes les incohérences, et justement, c'est d'ailleurs cette raison pour laquelle j'ai voulu faire une seule commission pour ne pas séparer le droit du sol de l'urbanisme, enfin du PLU, dans le sens où il faut être au courant de tout ce qui se passe pour pouvoir avoir une idée de ce qu'on doit changer. Donc, et là-dessus, le travail des citoyens, le travail du Conseil des sages, le travail de tous les élus, sur lesquels je compte pour vraiment s'emparer de ce sujet et faire avancer le plus rapidement possible, de façon à ce qu'on arrive à sortir ce PLU en 2 ans. Sachant qu'à partir du moment où on a lancé une concertation du PADD, ça va nous permettre de donner des sursoirs à statuer, et donc, de sursoirs à statuer, et donc on donne des sursis, et donc de bloquer les projets qui pourraient franchement nous poser problème. Mais cette révision, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Si on veut vraiment changer les OAP, que ce soit en termes de nombre, en termes d'emplacement, en termes de destination, il y a des zones également qui vont être amenées à évoluer, on est obligé d'enclencher une révision. J'ai répondu à votre question? Et 2 ans à partir de quand? À partir d'aujourd'hui? Je suis très optimiste. Mais si tout le monde s'y met, j'ai vu qu'on pouvait aller très très vite dans beaucoup de dossiers, parce que depuis, en fait, on peut considérer qu'on a vraiment pris la main à partir de septembre, parce que juillet-août, c'était quand même une période un peu plus compliquée, dans le sens où c'était les congés. Donc depuis septembre, on a quand même enclenché énormément de dossiers, de procédures, on a vu énormément de gens, et comme vous disait Monsieur le maire, on a commencé vraiment à travailler avec toutes les compétences autour de nous, et sincèrement, ça avance très très vite. Donc je ne me fais pas de soucis, nous avons des gens compétents autour de la table, nous avons des gens compétents dans la commune, nous avons des gens compétents partout autour de nous, donc je pense qu'on est capable de le faire. C'est un défi qu'on se lance, et que je vous lance. Oui, Madame Gauthier. Oui, moi je voulais vous dire que vous avez dû tous recevoir un mail indiquant que nous demandions un recours gracieux pour le 40 route de Paris, qui est un projet complètement aberrant, complètement irréalisable par rapport à la nature des terrains, à la nature des sources, à plein de choses. À la voie de la route de Joire, qui est interdit au plus de 3,5 tonnes, alors qu'il va y avoir des centaines de mètres cubes à déblayer. Il y a plein de choses comme ça qui sont totalement irréalisables. Les parkings, c'est complètement aberrant, puisqu'ils veulent creuser en dessous et qu'ils vont ficher en l'air des façades qui sont actuellement répertoriées à tous les flux, que ce soit celui de 2012 ou celui de 2019, et qui sont donc des façades à protéger. Qu'il y a aussi une grange du XVIIe siècle qui risque d'être massacrée. Donc notre association a fait un recours gracieux, et on verra en fonction de ce que vous déciderez si on va plus loin. C'est votre droit le plus intègre. Voilà. C'est le projet qui se trouve juste en face, le bureau de tabac? Voilà, c'est ça. D'accord. Les écrins, c'est ce projet-là. Hein? Voilà, les écrins. D'accord. Écoutez... C'est un complément.